Le son est là maintenant. Bonsoir, bon après-midi tout le monde. C'est la séance la plus difficile, celui-là, parce que c'est la séance juste avant le cocktail. Donc, merci infiniment d'être venus pour parler justement avec Jean-Marie et Christophe et moi sur comment lutter contre les biais et promouvoir la qualité des modèles d'IA. Tout d'abord, avant de plonger dans la question de l'IA responsable avec Christophe, j'aimerais juste vous donner un aperçu de le travail de l'AWS dans le domaine de l'IA responsable. Premièrement, nous, on est très engagés pour traduire les principes de l'IA responsable en action. Vous êtes ici aujourd'hui au sommet, donc vous êtes totalement familier avec les principes de l'OCDE ou de l'ONU ou des autres organes. Il y a plus de 115 modèles et cadres autour de la question de l'IA de confiance et l'IA responsable. Mais une grande enjeu, c'est comment traduire ces principes par rapport à le fairness ou l'explainability ou la transparence en action au niveau technique, dans le back-end de la création, mais ça, pas simplement le développement, mais aussi le déploiement des solutions. Et à AWS, on crée pas simplement des modules, mais aussi des guides pour aider justement des entrepreneurs et des développeurs de traduire ces principes en pratique dans une manière concrète. Le deuxième aspect qu'on prend pour l'IA responsable à AWS, c'est de l'idée que la responsabilité n'est pas dans une équipe, mais une question transversale, comme la question de la sécurité, qui est le point de départ pour tout ce que nous développons et nous déployons. La question de la responsabilité est à la base de la manière dans laquelle, pas simplement nous, on conçoit les solutions, mais aussi comment on aide nos clients à concevoir et à déployer leurs solutions. On est convaincu que juste parce que c'est faisable techniquement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit le développer. Et c'est une éthique qui guide pas simplement notre production à l'interne, mais aussi notre engagement et nos soutiens aux clients à l'externe. Le troisième aspect de notre travail, c'est qu'on prend vraiment une approche centrée sur l'humain. Je parlais justement avec des clients et des représentants absolument extraordinaires pendant toute la journée au sommet. Et une des choses qui était évoquée à maintes reprises, c'est la question de la confiance publique. Et en fait, en tant qu'humain, ce qu'on ne comprend pas, on a peur. Et il y a un grand enjeu de l'éducation et de le renforcement de capacités, de compréhension, de pas simplement qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, mais aussi qu'est-ce que c'est de développer et déployer l'IA dans une manière responsable. Et la dernière pilier de notre travail dans l'IA responsable, c'est de se dire que chaque jour, il faut qu'on s'améliore et il faut qu'on s'engage à faire toujours mieux. Et comment concrètement est-ce qu'on fait toujours mieux? C'est par l'engagement et la conversation multipartite, pas simplement avec nos clients et les startups, mais aussi avec les gouvernements, avec les décideurs politiques, avec les chercheurs, avec la société civile et également avec les ONG pour dire quelles sont les thématiques émergentes dans les enjeux de l'IA responsable et comment est-ce qu'on peut soutenir nos clients et notre société à toujours innover pour le bien et pour la transformation sociale. Et à ce sujet, et par rapport à notre engagement multipartite, je suis ravie d'avoir à côté de moi aujourd'hui Christophe Liénard, qui est à la tête justement de Impact IA, mais également la chef d'innovation chez Bouygues, qui va nous parler un peu plus sur le rôle de cette approche et cette réflexion multipartite et l'impact dans le domaine de l'IA responsable. Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sacha, pour cette introduction. Effectivement, Impact AI, c'est un collectif qui a été créé en 2017-2018, un peu sous l'impulsion forte finalement de ce qui se passait au niveau du gouvernement et du fait que l'IA doit être effectivement pas uniquement technique mais responsable. En 2017, donc fin 2017, on a donc créé à quelques-uns de créer ce collectif pour réfléchir sur l'impact de l'intelligence artificielle sur un certain nombre de domaines. Donc aujourd'hui, ce collectif Impact AI, c'est 60 compagnies, un tiers de grands groupes. Vous voyez quelques logos, Orange, AXA, Bouygues, Colas, Société Générale, Microsoft, Schneider.
un tiers de start-up et de TI et un tiers d'associations et d'écoles. Et le fait d'être ensemble, en multipartite, à réfléchir sur un domaine nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'était assez intéressant parce qu'il y a, avec Roxana Rugina, qui est ici, qui est la secrétaire générale d'Impact AI, on a rencontré une sommité internationale il y a 2 semaines, dont je tairai le nom, et qui nous a dit: je circule beaucoup dans le monde et je vois que les pays les plus avancés, le Canada, l'Australie, Israël, sont finalement un peu en retrait par rapport à la maturité que vous, Impact AI, vous avez aujourd'hui obtenue grâce à ces 5 à 6 ans finalement de travaux ensemble collaboratifs. Alors, quels sont les domaines sur lesquels on travaille? On a décidé d'approfondir nos efforts. Il s'agit bien sûr de l'IA responsable. On a d'ailleurs sorti un document à l'initiative finalement des membres, mais également pour pouvoir servir de livre de chevet aux développeurs informatiques et de pouvoir savoir à quel moment je dois utiliser et comment je dois utiliser correspondant à une manière responsable d'opérer sur mon IA. On a également beaucoup d'interactions avec le monde de la santé, notamment sur les biais liés à la santé. On a un certain nombre de membres comme AXA ou Bayer qui sont très leaders dans le dispositif. Et bien sûr, dans le monde de l'éducation. Et dans le monde de l'éducation, ça nous a donné l'occasion de travailler sur l'inclusion et la manière dont finalement l'IA peut aider les gens en situation de handicap à s'instruire mieux et également à être plus acceptés dans le monde de l'entreprise. Donc ce document est sorti la semaine dernière, donc le 30 mars. Vous pouvez le télécharger sur le site d'Impact AI et il explique très clairement comment finalement favoriser dans nos entreprises ou dans nos écoles ou dans nos associations l'inclusion grâce à l'IA. On a sélectionné une dizaine de startups pour un début, pour montrer finalement qu'il y avait une vraie réalité dessous. Et puis, on est en train d'entamer maintenant la 2e étape et on a le soutien du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, bien sûr, et de l'inclusion pour ce sujet. Et puis, bien évidemment, il y a le sujet de l'environnement, Green AI, AI for Green. Et donc, c'est un peu nos 4 sujets majeurs sur lesquels on travaille de manière récurrente. Et vous êtes invités à nous rejoindre dans ce collectif. Pour nous rejoindre, c'est simple. Soit vous allez voir Roxana à l'issue de la séquence, soit vous allez sur le site Impact AI et vous pourrez facilement adhérer à notre association et on vous y accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe, pour cet aperçu de le travail si important d'Impact IA. Donc, je sais que tout le monde a leur portable et leur smartphone. Donc, je vous encourage de télécharger ce rapport très clé publié le 30 mars sur le site d'Impact IA. Surtout, je suis très ravie de vous entendre parler de la question de l'environnement. Parce qu'au-delà de la question de l'IA responsable au sein de l'entreprise, la question de l'IA sustainable et durable est au centre de notre travail, pas simplement, encore une fois, au niveau intérieur pour réduire l'empreinte carbone de l'innovation, mais aussi comment on soutient les petites entreprises pour développer, grâce à l'IA, des solutions qui adressent ces défis-là. Et parce qu'on est au sommet, et un des buts de sommet, c'est de tisser les liens avec les gens qui sont présents, je me permets d'indiquer que mes collègues Rebecca et Ségolène, qui sont au premier rang, travaillent beaucoup dans le cadre de le Machine Learning Solutions Lab autour de cette question-là, sur le lien entre l'IA responsable et la durabilité. C'est vraiment au cœur de nos engagements. Et je vous invite à être inspirés également par ces 2 femmes pendant le cocktail à 17h. Donc, je suis ravie maintenant de tourner à Jean-Marie John Matthews, qui est co-CEO et cofondateur de Giscard, qui va nous parler justement sur comment aller du principe vers le pratique, surtout aux questions de comment utiliser l'IA pour développer des solutions qui réduit des biais et qui transforme l'entreprise. Donc Jean-Marie, à vous. Alors, bonjour. Donc merci Sacha de cette introduction. Moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire que
l'éthique de l'IA, c'est quelque chose qui est opérationnalisable aujourd'hui. On a des outils, on a la méthodologie, et je vais vous présenter quelque chose qu'on a pu mettre en place ces dernières années avec différentes entreprises et qui a pu marcher parce que ça a pu déboucher sur une méthodologie qui était actionnable. Alors peut-être avant de commencer, nous, Giscard, on est une start-up, on a commencé il y a 2 ans, et l'objectif c'était de se dire, l'éthique de l'IA, il y a des documents, il y a des normes, il y a des principes, il y a des chartes, mais il manque des outils qui permettent d'opérationnaliser. Donc on a vu qu'il y avait un gap là-dessus et on a proposé un outil, une plateforme de mise en qualité de l'IA qui va traiter plusieurs sujets. Alors il y a les questions autour de l'éthique de l'IA, des questions plus environnementales, donc l'empreinte carbone des IA, mais aussi des questions de robustesse ou de performance. Et dans ce contexte-là, on était amené à travailler avec plusieurs entreprises. Alors là, notamment, on a travaillé avec une entreprise qui prédisait la vulnérabilité des entreprises. Donc ça, c'est vraiment un domaine assez traditionnel en machine learning, qui est la prédiction des faillites des entreprises. Et ils avaient cet enjeu de biais. Alors pourquoi? Parce qu'ils se rendaient compte que certaines entreprises, dans certaines zones géographiques, avaient plus d'appétence à être prédits comme faillite. Et cette question-là, en fait, du traitement différentiel, ils voulaient l'atténuer ou en tout cas l'analyser. Alors en fait, nous, ce qu'on a fait avec Giscard, c'est on a mis en place une méthodologie. Alors c'est quelque chose qu'on met en place depuis 2 ans et aujourd'hui, ça commence à atterrir vers quelque chose d'assez stable. C'est une méthodologie où on commence par le bas, en fait. C'est une méthodologie bottom-up où on commence par réunir plusieurs parties prenantes et c'est de comprendre en fait les sources de biais, les catégories de biais. Et c'est quelque chose qu'on fait en général avec un atelier collaboratif, avec des data scientists, avec des ingénieurs en machine learning, mais aussi avec des personnes plus expertes métiers, des personnes quelquefois qui sont utilisateurs, ça peut arriver. On les met autour d'une même table et on leur pose quelques questions en termes d'utilisation. L'idée, c'est en fait de comprendre comment l'usage de l'IA se fait de manière holistique, en fait. Une fois qu'on a compris ça, on essaye de mettre en place des méthodes un peu plus quantitatives de scan qui vous permet de détecter en fait les grandes catégories de vulnérabilité de l'entreprise ou en tout cas du cas d'usage de l'IA. Une fois qu'on a fait ça, le but de Giscard, comme je vous ai dit, c'est d'opérationnaliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de quantifier. Et c'est là en quantifiant les biais, on a plusieurs outils, donc les data slices, les perturbations, les unit datasets, tous ces objets-là qu'on va laisser en open source, parce que Giscard, c'est aussi en open source. On a besoin de mobiliser un peu l'intelligence collective pour s'attaquer à la qualité de l'IA. Donc, ces objets-là qui sont en open source vont pouvoir être mobilisés par les data scientists qui vont pouvoir quantifier les différents éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une fois qu'on a quantifié les différents éléments, on écrit des suites de tests. Alors ça, il n'y a rien d'original. Dans le monde de l'ingénierie logicielle, ce qu'on fait en général, c'est qu'on écrit des tests avant de mettre en production. On s'est dit qu'en IA, il n'y a pas matière à avoir une exception. Ça peut être exactement la même chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des tests qui vont couvrir différents éléments. Alors ça peut être l'éthique, ça peut être la robustesse, ça peut être la performance et la dérive. Une fois que ces tests sont écrits, on va les exécuter et on peut avoir 2 possibilités. Soit les tests marchent, soit ils ne marchent pas. Plutôt simple. Alors quand ça ne marche pas, donc on est dans ce cas-là, un no-go. On va très vite. Alors ça arrive assez souvent que les tests ne marchent pas. En fait, on se rend compte qu'en termes de biais, alors il y a plein de métriques de biais, il y a statistical parity, equalized odd, il y a plein de choses. Enfin, moi, j'avais fait ma thèse sur l'éthique de l'IA et on sait qu'il y a aujourd'hui une trentaine de métriques pour les biais. C'est pas ça qui manque. La difficulté, c'est vraiment comment on l'opérationnalise. Donc, une fois qu'on voit qu'il y a un test qui marche pas, il faut corriger le modèle. Et corriger un modèle, ça peut avoir un coût. Ça peut avoir même un coût très élevé, parce que quelquefois, on va devoir récupérer de la nouvelle donnée pour réentraîner le modèle. Donc la question, c'est comment on fait pour prioriser en fonction de l'impact négatif que peut avoir ce biais-là. Donc après une phase de priorisation, on se met à essayer de corriger le modèle avec différentes méthodes qu'on met en place chez Giscard, du modèle tuning, du composite AI, de la génération aussi, avec des données de synthèse, et ce qu'on appelle vraiment du feature engineering, c'est-à-dire le travail de la donnée d'entraînement pour créer de nouveaux modèles. Si les tests marchent, alors là, on a d'autres choses qu'on peut faire, en fait. Donc là, on est vraiment sur la branche Go. On peut faire 2 choses. D'une part, monitorer les tests en fonction de leur exécution. Alors, on sait que les modèles d'IA sont souvent réentraînés. C'est même ça la particularité des logiciels d'IA, c'est qu'ils sont réentraînés en fonction de l'obtention de nouvelles données.
Alors on peut monitorer, mais on peut aussi intégrer les tests dans la chaîne de production. Alors ça, c'est quelque chose que connaissent très bien les ingénieurs en logiciel. C'est à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle version de votre logiciel, vous automatisez l'exécution des tests. Et ça, c'est quelque chose qu'on permet aussi. Donc c'est vraiment comment on fait pour opérationnaliser l'ensemble de la chaîne de production de l'IA en prenant en compte les questions de biais. Ça, c'est quelque chose qu'on a appliqué, donc comme je vous ai dit, hein, pour une boîte dans l'assurance. Et on a très vite débouché sur une 50aine de tests, donc une suite de tests qu'on a pu automatiser au fur et à mesure. Donc c'est une manière d'opérationnaliser l'éthique de l'IA. Alors, on n'aura pas le temps de faire une démo poussée, mais je vous ai préparé un petit GIF pour vous montrer un peu à quoi ressemblent en fait ces différents tests. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un test sur la fairness et le genre. La question, c'est comment on fait pour écrire ces tests-là. Comme je vous ai dit, c'est open source. Donc, en fait, c'est du code Python qui sera mis à disposition des différents développeurs, que les développeurs, donc les ingénieurs en machine learning, peuvent piocher, rentrer dans Giscard, paramétrer pour l'adapter à leur contexte métier, à leur contexte aussi technique, et ensuite l'opérationnaliser, donc l'exécuter automatiquement dans la chaîne de production. Donc ça, c'est ce qui est permis. Donc là, vous voyez lui, mais la plupart du produit Giscard, c'est vraiment quelque chose de très code, parce qu'on sait que cette manière de, enfin, c'est le code qui est d'abord la préférence utilisateur des ingénieurs en machine learning. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le fait. Et là, vous voyez un peu la liste de tests qu'on peut avoir, des tests de robustesse, des tests de fairness, des tests de dérive aussi. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions pour comment on opérationnalise l'IA. Nous, on est voilà, vous avez notre site internet giscard.ai. On serait heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'on a quelques minutes encore et je vais profiter, même si je sais que je suis la seule personne qui bloque l'accès au cocktail, mais je vais utiliser les 7 minutes qui restent pour un peu rebondir sur quelques éléments que vous avez tous les deux évoqués. Parce qu'un des grands enjeux que j'évoquais justement dans l'introduction, c'est cette question de la compréhension de comment aller des principes de l'IA responsable vers le pratique. Justement, Jean-Marie, vous avez développé une solution concrète qui traduit ces principes en pratique. Et Christophe, vous, avec Roxana, vous fédérez une grande écosystème autour de ces questions-là. Est-ce que vous pouvez parler un peu, chacun entre vous deux, des difficultés ou des défis, mais aussi des opportunités qui existent pour traduire justement ces principes de l'IA responsable à l'ère de beaucoup de conversations autour de l'IA générative, autour de la régulation de l'IA en pratique? Oui, très concrètement, Impact AI, c'est 200 experts qui échangent en permanence sur des sujets, alors sur les thématiques que l'on a montrées tout à l'heure, mais effectivement, la richesse qui vient de ces échanges d'experts qui viennent de secteurs différents et qui travaillent sur le même domaine ou sur des domaines qui peuvent être congruents est extrêmement intéressant et je pense que ça enrichit beaucoup. Moi, je l'observe déjà rien que dans le groupe Bouygues. Dans le groupe Bouygues, on a des métiers dans l'immobilier, la construction, les routes, TF1, Bouygues Télécom et Equance maintenant avec l'énergie. Et on voit bien que cette transversalité, elle apporte énormément. Et sur la question des biais, bien sûr, et quand en plus on intègre des startups et des gens d'écoles ou de conseils, ça donne un ensemble qui est extrêmement riche. Et vous, Jean-Marie? Dans les difficultés de l'opérationnalisation de l'éthique de l'IA, en fait, contrairement à des critères de qualité du type la latence de votre logiciel ou la disponibilité de votre logiciel, l'éthique, c'est difficilement automatisable. En fait, c'est même ça, en fait, le cœur même, l'essence même de l'éthique, c'est que c'est difficilement automatisable sans convier en fait différentes parties prenantes qui peuvent avoir des avis différents. Et en fait, c'est un peu ça la logique de Giscard, c'est de se dire, il faut réussir à mettre autour du même table différentes personnes qui ont des préférences éthiques différentes, mais aussi jouer sur l'open source, puisqu'on sait que la transparence, c'est important pour avoir confiance dans les algorithmes d'IA. Donc c'est utiliser ces aspects-là pour créer des critères de qualité, des métriques de biais, des critères éthiques. Donc c'est vraiment ça l'idée de Giscard.
C'est très beau que vous évoquiez la question de logiciels libres et de l'open source, parce que je pense que ce n'est pas simplement une question de l'ouverture du code, mais aussi l'ouverture, dit-on, de l'esprit par rapport à l'approche, Christophe, que vous avez évoquée, multipartite, qui est très fructueuse au niveau de la réflexion entre justement les ingénieurs, les chercheurs, les entreprises et les boîtes qui créent justement cette possibilité d'aller de principe vers le pratique. Vous avez évoqué également, Jean-Marie, la question de human in the loop. Cette question-là de human oversight est au cœur de beaucoup de débats actuels au niveau de gouvernance de l'IA est absolument centrale par rapport à toute l'innovation actuelle dans l'IA générative et au-delà pour continuer à innover avec cette question de la responsabilité au cœur de l'innovation. Donc, merci à vous deux pour le partage de vos réflexions. Merci à l'audience qui a tenu jusqu'à 17h, mariée de cocktail qui commence. Merci surtout à Joy et à Cédric, mes collègues, qui ont permis cette session à avoir lieu et au plaisir de continuer ces échanges à travers ou avec un verre de vin et pour continuer à tisser ces liens autour de l'innovation responsable. Merci. Merci.